Hey people, je reste sur ma lancée vu que j'ai commencé une vidéo tout à l'heure sur le chip pour faire un topic à propos du yoga en fait. Un topic qui me tient à cœur. J'aurais aimé clarifier à ma manière, à ma façon, ce qu'est le yoga et qu'est-ce qui est utile, utile dans le yoga. Alors, le yoga c'est une discipline quasi scientifique, ou toutefois une discipline qui s'appuie sur des principes philosophiques, sur des principes matérialistes d'abord. Ensuite, en arrière-plan se trouvent des principes plus spirituels, plus mystiques, on va dire, qui vont puiser qui vont puiser leurs sources dans la religion. Pas forcément la religion hindoue, mais il peut y avoir des adaptations en fonction de la religion dans tel peuple. Parce que le yoga n'est pas une religion, le yoga n'a pas vocation à être religieux, mais plutôt à révéler la vérité et la nature des choses. Je vais m'expliquer plus en détail. D'abord, il y a plusieurs formes de yoga dans le monde. Il y a d'abord, par exemple, le yoga indien. Il y a ensuite le yoga qu'on trouve en Europe, qui est le Sahaja Yoga. Et il y a plusieurs techniques mises en pratique à travers toutes ces formes de yoga. Donc au Tibet, on peut trouver un yoga un peu différent de celui qui est en Inde. Il y a aussi le bouddhisme qui s'est inspiré un peu des pratiques qui existaient dans le yoga. L'hindouisme aussi se base sur certaines pratiques similaires à celles qu'on trouve dans le yoga, mais ce n'est pas forcément la même chose. Le yoga utilise des techniques qui peuvent être la méditation, la respiration, la concentration, les postures, la méditation sur la respiration, sur des mantras, sur des formes de la main, etc., des mudras, on va dire, sur par exemple, une posture. Le yoga peut être gymnastique, le yoga peut être juste une pure méditation, le yoga peut être une récitation de chant, de mantra. Et le Sahaja Yoga, il me semble que c'est une des formes du yoga les plus complètes, il me semble. Ou alors la forme plus gymnastique. Je ne sais pas exactement. Je ne connais pas exactement cet art. C'est pas un vrai sport, ni une gymnastique à proprement parler. Le yoga s'appuie sur des choses plus matérialistes que spirituelles. C'est-à-dire que lorsqu'on va pratiquer le yoga, il y a bien dans ce qu'on cherche à atteindre une vérité mystique. Mais pour atteindre cette vérité, on n'a pas d'autre moyen de connaissance que celle qu'on rencontre autour de nous, quoi. C'est notre corps, nos oreilles, notre nez. Donc, ce qu'on cherche à atteindre, c'est la vérité au sujet de ce qu'on est, ce qu'est notre être. De toute évidence, on sait nous tous, on reçoit nous tous le sentiment qu'on est quelque chose d'autre que ce qu'on a en face de nous, quoi. Donc, on soupçonne quelque chose qui appartient à un monde, notre esprit, notre âme. On a l'impression que cette chose n'appartient pas au monde réel. Et c'est cette chose qu'on appelle l'atma, le moi, on va dire. Bon, alors, cette chose peut ne pas exister, mais on cherche toutefois à distinguer, discerner ce qu'il faut voir le mieux possible. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On cherche à le voir.
Pour ça, on adopte des postures, on prend des dispositions physiques qui permettent de faire la distinction clairement. Dans le moi, il y a une parole de soi qui est entachée par des pollutions, par des influences extérieures qui ne font pas partie de nous. Par exemple, lorsqu'on nous dit « vous avez tel goût », par exemple, il se pourrait que demain, j'aime plus encore quelque chose qui a encore plus de goût à mes yeux. Du coup, j'aurais tendance à passer d'un choix à un autre choix. Et on va passer d'un choix à un autre, puis à un autre, mais on aura toujours ce même moi intérieur. Il n'y aura pas fondamentalement un autre esprit, un autre moi. Toutefois, on aura eu le sentiment que c'était moi en propre quand on avait tel choix, tel choix, tel choix. Tous ces corollaires, c'est-à-dire qui sont autour, avec une chose, mais autour de cette chose, corollaire. Tous ces corollaires, pardon, ne sont pas le moi en propre. Du coup, dans le yoga, on va tâcher d'évacuer par la méditation, qui n'est juste là que pour apprendre à comprendre et à voir clairement le moi. On va apprendre à distinguer ce qui est moi de ce qui ne l'est pas. Pour ça, on va arrêter toute action du moi. On va se mettre à ne rien faire, tout en cherchant, tout en essayant d'atteindre une sorte de satisfaction, de tranquillité. Et l'effet qu'on espère avoir à l'issue d'une pratique, elle cherche à atteindre le moi suprême, c'est-à-dire non pas le moi qui est au fond de moi, mais la nature même de ce moi, c'est-à-dire d'où ça sort, d'où ça vient, c'est quoi sa vraie nature. On cherche à la découvrir, mais moi je pense en tant que moi qu'on ne trouvera jamais le moi profond. On va toujours arriver à une forme de soi-même, mais pas, on ne va jamais pouvoir atteindre l'essence même, ce monde qui est au-delà, à le cerner, à le capter, à l'attraper, je cherche le mot, à saisir. On ne va jamais pouvoir saisir parfaitement entièrement ce monde. Donc, en fait, les effets qu'on cherche à atteindre, c'est pas la joie éternelle. Hein. Ça, c'est une autre forme d'objectif. Mais l'objectif qu'on essaie d'atteindre, c'est le zen, le nirvana, on va dire le zen, qui est l'état où on contemple sans avoir d'influence extérieure, sans avoir sans être perturbé. Je parle de perturbation, mais je voulais en parler tout à l'heure, sans avoir de chitta vritti, qui sont les faussetés, toutes les impuretés qui nous gâchent un peu la vision de nous-mêmes. Et on a des stades de contemplation. Atteindre le bonheur, je crois que c'est je crois qu'atteindre la béatitude, la paix intérieure finale, je crois que c'est un des objectifs les plus au-dessus dans les 7. Oubliez ce que j'ai dit, il n'y a pas 7 objectifs. Il n'y a qu'un seul objectif final, mais il y a plusieurs types de yoga qui, eux, chaque ont un objectif précis. Il y a dans le yoga le homme. Le homme, ce n'est pas forcément le homme bouddhique, le homme religieux. Il y a dans la nature quelque chose qui
qu'on pourrait appeler une vibration, on va dire. Mais sans pour autant que cette vibration soit quelque chose de bien manifeste. Hein. Mais regardons, lorsqu'on lâche un objet, il rebondit. Lorsqu'on regarde le vent faire quelque chose, une plante va osciller de droite à gauche. Lorsqu'on fait du bruit, ce bruit résonne et fait pap, 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 pap. Ça oscille à nos tympans, ça c'est l'écho. Ça rebondit, ça fait comme une vibration. Lorsqu'on veut endormir un bébé, on le berce. Donc toutes ces vibrations semblent être bénéfiques pour ranger certaines choses de la personne. Ça c'est une des utilités qu'on pourrait avoir avec le homme. C'est de s'en servir pour pouvoir nettoyer intérieurement sans passer par des appareils qui donnent du son ou par d'autres massages. On peut s'automasser en utilisant les vibrations de sa propre voix. Le hum, c'est un son qui existe selon les bouddhistes hindous, qui existe dans la nature métaphysique, même dans le monde cosmique, etc. Mais ils sont étonnés aussi de voir que le son qui sort de la cage thoracique, de nos cordes vocales, dès qu'on pousse un peu l'air, c'est comme un soupir. Si je pousse l'air qui sort de mes poumons sans utiliser mes cordes vocales, ça fait exactement ça fait donc ça fait vibrer les cordes vocales avec le même bruit similaire, quoi. Mais ce bruit, on s'en est inspiré pour utiliser en fait les vibrations que ça fait dans le corps pour justement essayer de s'en servir comme un petit massage intérieur. La respiration serait plus vider ses poumons, respirer, gonfler les poumons comme s'il s'agissait d'un sac et repousser l'air au plus possible. Et cela a pour but d'évacuer tout l'air vicié qu'il y aurait à l'intérieur de nos organes. Ce serait aussi par exemple le même principe avec l'air qui se met entre les organes au niveau du diaphragme. On pourrait pousser l'air en poussant un petit peu sur les abdos, en permettant au diaphragme de se mettre en mouvement. Mais ça, ce serait des pratiques différentes. Et bien, le son homme permet cette chirurgie, entre guillemets. Les utilités qu'il y aurait à cela, en dehors du homme, en dehors de tout cela, ce serait de pouvoir apprendre à calmer ses émotions et à avoir un contrôle plus précis sur soi-même. Quand on prend l'exemple d'une personne qui, disons, est bien habillée, tout propre, tout bien vêtu, qui va à un rendez-vous et qui est déjà en retard de 2 minutes. Et hop, un caillou sur la route crève son pneu, crève un pneu de sa voiture. Il est obligé de s'arrêter en toute hâte, c'est-à-dire à pleine vitesse, vite, de retirer sa roue, mais il est tout tremblant parce qu'il est en retard. Il ne doit pas se mettre dans la saleté qui est par terre. Il va être perturbé par toutes ces émotions contradictoires. Il va mal faire les choses. Son cerveau va dérouiller complètement. Il ne va plus se souvenir où est-ce qu'il a rangé ses clés. Il aura un peu du mal. Il va prendre beaucoup de temps. Et même le travail qu'il aura effectué sera mal fait, sera bâclé. Il aura pris plus de temps. Son téléphone, il va le surveiller. Sa montre, il va regarder quelle heure il est, etc.
Tandis qu'une personne qui va se rendre tout tranquillement à une petite fête ou quelque part, il a du temps devant lui, hop, sa roue crève. En 2 temps, 3 mouvements, il a pris son cric, il a déposé ses clés, il a retiré son t-shirt, il a mis son cric sous sa voiture, il a changé son pneu, et en 1 minute, il a fait toute la manœuvre. En 1 minute 30, il aura déjà terminé et il repart. Aucun souci dans son esprit. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la première personne va totalement être affolée et ne saura pas du tout qu'est-ce qu'il fait. Ses mouvements ne seront pas coordonnés, il n'aura pas du tout une efficacité. Pourquoi? Parce que son esprit sera embrumé complètement. Il aura peur d'arriver encore plus en retard qu'il ne l'est. Déjà qu'il y a le stress du rendez-vous, imaginons, si c'est un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous pour un emploi, etc. Donc, il sera peut-être tout sale en ressortant, il aura transpiré à pleine goutte, et l'autre personne sera toute tranquille et n'aura eu aucun problème. La seule différence qu'il y a dans les deux, c'est les soucis qui se sont mélangés. Les soucis qui se sont mêlés à toute cette affaire. Donc, l'utilité qu'il y a dans le yoga, c'est de pouvoir garder une vision claire, réussir à contrôler sa respiration, par exemple, pour pouvoir laisser circuler l'air, laisser l'air faire son cycle dans le corps, ne pas accélérer le battement de son cœur, oublier le souci, c'est-à-dire il y a un souci, oublier cette espèce de chose qui va se passer, c'est-à-dire le retard, réussir à ne pas le garder dans sa tête. Ça, c'est un travail de très longue haleine, je reconnais. Et je suis affirmatif à ce sujet. Le yoga permet de l'enlever, d'enlever tout ce qui est chetavriti, d'enlever tout ce qui est mauvais contrôle de soi et d'avoir une vision très claire. Je suis affirmatif. Je serai encore plus affirmatif, mais malheureusement, je ne peux pas vous le prouver. Je ne peux pas vous prouver que c'est vrai. Mais tant qu'on se fixe des objectifs pas trop difficiles à atteindre, je pense que ces objectifs peuvent être atteints. Et dernière chose qu'il y a à savoir à propos du yoga, c'est que le yoga se base sur des pratiques, sur des textes écrits. Le premier à avoir écrit ces choses, c'est Patanjali, dans ses Yoga Sutras, qui sont des stances. Il résume en quelque sorte, dans ces stances, dans ces phrases, les manières dont doivent être pratiquées cette discipline. À l'époque où il l'a écrit, plusieurs professeurs de yoga existaient et pratiquaient le yoga sous une forme orale. Et lui, il est venu, il a codifié, pas codifié, il a mis par écrit toutes ces choses afin qu'on puisse avoir au moins une trace, au moins quelque chose d'écrit, quoi. Ce qu'il faut noter là-dedans, c'est qu'en fait le yoga n'est pas quelque chose de spirituel. On ne fait pas, par exemple, une mixture magique. On ne fait pas une potion magique pour pouvoir réussir les choses. Ça ne se base que sur des constatations, des idées écrites par écrit, quoi, des choses qui sont très observables en fait, hein, des choses observables dans le monde. Il est vrai que cette discipline peut avoir une attache particulière avec l'ésotérique. L'ésotérique, c'est-à-dire ce qui est au-delà de exotérique, je sais plus. Tout ce qui est au-delà de la nature, on va dire. Mais ce n'est pas le but principal de cette discipline. C'est d'abord d'atteindre par un chemin normal des vérités qui nous échappent, des choses qui nous échappent et qu'on aimerait bien connaître. Le yoga a été d'abord créé parce qu'on a commencé à rechercher un moyen d'atteindre des connaissances qui nous échappent. C'est d'abord un moyen d'atteindre. Et dans le yoga, c'est pourquoi on parle de plusieurs chemins
plusieurs voies souvent dans les pratiques en Asie. Il y a beaucoup, par exemple, de formes de karaté, pas de karaté, de formes d'arts martiaux. C'est parce que c'est surtout l'objectif qu'on cherche à atteindre qui doit être mis en avant. Dans toutes les formes d'arts martiaux, le but est de mobiliser son adversaire au sol, d'immobiliser son adversaire au sol et de l'empêcher de le mettre hors d'état de nuire. Alors qu'on regarde bien, tous les arts martiaux sont différents et la manière de le faire a des bases qui sont totalement différentes les unes des autres. Il y en a qui peuvent être très belliqueuses, il y en a qui sont à main nue, il y en a qui sont soft, il y en a qui sont rudes, il y en a qui sont par l'avant, il y en a qui sont par l'arrière, il y en a qui sont au ras du sol, il y en a qui sont en hauteur. Mais le but final de toutes ces pratiques sont de pouvoir se battre en mettant hors d'atteinte son adversaire. Et dans le yoga, c'est la même chose. Tout ce qu'on fait ne répond qu'à l'objectif final, qui est de pouvoir connaître les choses cachées derrière tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a. Et le moyen qu'on utilise pour l'atteindre, c'est le yoga. Ainsi, bon, je pense avoir éclairé votre vision là-dessus. Le yoga n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Le yoga est juste là. Moi, rien qu'en vous parlant là, je fais déjà mon yoga. Hein. J'exulte déjà des choses qui en moi avaient besoin de sortir pour arrêter de me peut-être me donner envie d'en parler. Déjà, là, en étant assis tranquillement, peut-être à siroter un petit verre de jus, je fais peut-être déjà du yoga. Le yoga n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est juste une solution à notre vie. Merci de m'avoir écouté, cette vidéo a été un peu longue, mais je m'excuse. Merci bien, bye.